Alors, on continue cette soirée avec les regards politiques, les regards militaires. Éric Zemmour, vous nous avez rejoint. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, monsieur Kepel. Interview prévue dans le cadre des élections européennes, mais évidemment, l'actualité nous rattrape et on va parler de ce qui se passe au Proche-Orient avec vous aussi. Le rappel de ce tweet dans le face-à-face entre ces deux grandes puissances qui maintenant sont en guerre ouverte, Iran et Israël. Regardez cette scène extraordinaire, enfin cette mise en scène qui avait lieu sur Twitter, c'était en octobre. L'ambassade d'Iran à Damas, c'est le tweet du bas, dit « Le temps est écoulé ». Et répond l'ambassade d'Israël aux États-Unis avec ce tweet inspiré de Matrix. Bien, allez-y. Est-ce que c'est ce que pense une partie d'Israéliens, que peut-être c'est le moment effectivement de saisir l'occasion et de dire « L'Iran, vous avez choisi d'attaquer, nous allons vous frapper ». Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est principalement dans la stratégie israélienne le Hezbollah qui sera visé le premier. Alors peut-être j'aurais un démenti cette nuit, mais à mon sens, c'est ça qui est préparé. Le fait que les habitants du nord d'Israël soient toujours pas autorisés à rentrer chez eux, les alertes, c'est une cible qui permet à Israël de gagner un certain nombre de points sans dire au président Biden on n'écoute pas ce que vous nous dites. Regardons l'image historique et le mot n'est pas galvaudé. Commentez-la s'il vous plaît, Éric Zemmour. Ce sont les premières images que nous avons eues tout à l'heure des missiles qui partent de la République islamique d'Iran. C'est le moment précis où le Proche-Orient bascule, c'est-à-dire où pour la première fois depuis 45 ans, l'Iran attaque directement Israël. Que représente historiquement cette image pour vous, Éric Zemmour ? Il me semble qu'effectivement, c'est, je ne dirais pas quelque chose de très original, c'est une nouvelle étape dans cet affrontement entre les Israéliens, les Iraniens, qui est englobé dans un conflit plus large de civilisation, même s'il y a évidemment des divergences au sein de chacune des civilisations. Et là, on voit effectivement, c'est une étape supplémentaire. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? C'est-à-dire c'est un deuxième front, il y a la guerre au cœur de l'Europe, et pour la première fois entre les deux principales puissances du Proche-Orient, une guerre ouverte. Vous savez, ça fait longtemps que l'Iran, comme l'a très bien dit M. Keppel, finance, forme tous les groupes qui attaquent Israël en permanence, le Hezbollah, mais aussi le Hamas. Donc là, c'est simplement une étape supplémentaire. Mais la guerre existe depuis des années là, et on a bien vu depuis le 7 octobre et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même mouvement où Israël incarne l'Occident et où les adversaires d'Israël incarnent l'hostilité à l'Occident. D'ailleurs, on a très bien vu, vous l'avez montré tout à l'heure, immédiatement les Anglais, les Américains et les Français, même si ils le montrent moins, je pense qu'on l'expliquera pourquoi, ont protégé comme ils ont pu les Israéliens, qui eux-mêmes d'ailleurs se défendaient très bien. Regardez effectivement cette autre image extrêmement forte. Vous parlez de la défense israélienne, c'est la chasse israélienne qui est entrée en action, 100 avions, 200 avions, personne ne sait très bien. Dans quelques instants, Didier François arrivera avec davantage d'informations, mais aussi Alain Boer. Voilà, c'est le moment précis, on entend les voix des pilotes, où les pilotes israéliens arrivent à abattre un certain nombre de drones. Il faut rappeler l'ampleur considérable de l'attaque. Au total, c'est 185 drones, 36 missiles de croisière, 110 missiles balistiques qui ont été presque tous, mais pas tous, arrêtés. La force de cette image aussi, Éric Zemmour. Bien sûr, on voit bien la haute technologie des défenses israéliennes. En vérité, évidemment que les Israéliens ont besoin d'alliés, mais ils ont surtout une armée d'un niveau tout à fait exceptionnel. Même s'ils ont beaucoup de mal depuis des années à vaincre le Hamas et le Hezbollah. Mais parce que, vous savez, les grandes armées ont toujours des difficultés face à la guérilla. C'est une vieille histoire depuis Napoléon en Espagne. Est-ce qu'on a sous-estimé la force du Sud global quand on voit que l'Iran, bien sûr une grande partie a été arrêtée, mais l'Iran arrive à tirer 110 missiles balistiques. C'est considérable, les missiles balistiques. Le Hamas est plus fort qu'on ne le pensait, le Hezbollah est plus fort qu'on ne le pensait, l'Iran aussi. Je pense, je suis pas
un fan, si j'ose dire, de cette notion de Sud global. Je pense qu'il y a des divergences. Par exemple, l'Inde n'a rien à voir avec la Chine, n'a rien à voir avec l'Iran. Vous voyez, ils ne sont pas alliés. Non. En revanche, je crois plutôt à la grille de lecture qui a été énoncée le premier par Samuel Huntington et qui est que, à la suite de la guerre froide, à la fin de l'URSS, désormais, nous devons lire le monde à travers une guerre de civilisation. Une guerre de civilisation, vous la voyez là, entre le monde musulman, arabo-musulman et l'Occident. Et sur notre sol, on a vu toute cette semaine et depuis des jours et des jours tous les événements qui sont la conséquence de l'islamisation de notre pays. Quand les dirigeants israéliens disent « nous sommes dans le même bateau », Isaac Herzog, le président israélien, sur notre antenne il y a quelques mois, disait aux Français « voilà, nous sommes sur le même bateau, est-ce que vous le pensez ?» Je le pense exactement. Je pensais pour ça d'ailleurs que les pays occidentaux et la France doivent soutenir le peuple israélien et Israël face à cette nouvelle attaque. Et par ailleurs, je crois qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs de plus en plus de peuples européens le comprennent, nous sommes engagés dans une grande lutte de civilisation. Sur notre sol, nous avons un peuple dans le peuple, nous avons une islamisation de notre continent et de notre pays, et je crois d'ailleurs que c'est le principal enjeu des élections européennes, j'étais venu pour vous parler de ça, le principal enjeu des élections européennes du 9 juin, et la seule liste française qui affirme cela et qui veut défendre la France et l'Europe contre l'islamisation, c'est la liste de reconquête conduite par Marion Éric Zemmour. Cependant, est-ce qu'il faut aussi donner de l'espoir aux opinions arabes partout et aux Français de confession musulmane? Soyons francs, beaucoup de Français de confession musulmane regarderont ces événements en disant, bien sûr, Israël est attaqué, mais rappelleront qu'Israël avait frappé le 1er avril, notamment à Damas, et évidemment la guerre de Gaza, avec beaucoup de morts civiles, enfants, femmes innocentes, etc. Est-ce que c'est le moment aussi de donner davantage d'espoir au peuple arabe? Il y a deux choses différentes, même si votre présentation prouve bien ce que je dis depuis des années, c'est qu'il y a un peuple en France et en Europe, un peuple arabo-musulman dans le peuple occidental et français. Et c'est ce qu'on me reproche souvent, mais il y a aujourd'hui deux peuples qui n'ont pas les mêmes réactions, les mêmes réflexes, les mêmes passions, les mêmes inclinations. Votre présentation est très révélatrice de ça. Mais il y a quand même deux différences. Il y a la situation au Moyen-Orient, avec effectivement la question palestinienne, la vieille histoire des deux États, qui en vérité court dans l'histoire du Moyen-Orient depuis le début, depuis la résolution de 47 qui créait les deux États. Mais à l'époque, souvenez-vous, ce sont les pays arabes qui ont refusé. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs, s'ils avaient gagné la guerre, qu'ils auraient respecté cette résolution des deux États. Est-ce que vous êtes pour les deux États? Écoutez, moi, c'est-à-dire côte à côte, israélien. Dans un monde idéal, ça serait très bien qu'il y ait deux États, un État juif et un État arabo-musulman. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas réaliste. L'Espagne va plus loin. L'Espagne dit, voilà, on reconnaît dès maintenant un État de Palestine pour dire on va de l'avant. Vous savez, je pense que beaucoup de pays européens, et je le vois pour les réactions aussi de Emmanuel Macron, sont désormais coincés, tenus par la population arabo-musulmane sur notre sol. Et ça détermine leur politique étrangère. Il n'y aura pas d'État palestinien si vous voulez, à court terme. Tout simplement parce que le Hamas n'en veut pas. Puisque le Hamas est un mouvement islamiste qui veut un État unique de la rivière à la mer, du Jourdain à la Méditerranée, ça veut dire éradiquer de tous ces juifs. Et d'autre part, les Israéliens n'en veulent pas, même les plus pacifistes d'entre eux, depuis le 7 octobre, et c'est pour ça que M. Keppel a raison, le 7 octobre est aussi plus important encore que le 11 septembre 2001, même les Israéliens les plus pacifistes n'en veulent plus. Donc si vous voulez, à court terme, il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura pas deux États, à moins que, évidemment, la vieille thèse de la droite israélienne, la Jordanie comme État palestinien. Mais je doute que le roi de Jordanie soit d'accord. Est-ce que vous reconnaissez, pardon, Éric Zemmour, le droit des Français de confession musulmane d'être sensibles au sort des Gazaouis, exactement au même titre, à égalité que les Français de confession juive sont sensibles à Israël? Évidemment. Pas tout à fait, parce que vous semblez dire qu'il y a un peuple dans le peuple. On ne dit pas ça pour les Français de confession juive. Non, il y a deux choses différentes. D'abord, il n'y a pas le même nombre.
entre les 300 000 ou 400 000 juifs et quelques millions, des millions, je ne sais pas, 6, 7, 8, on ne sait pas, de musulmans en France, c'est pas la même chose. Deuxièmement, ce que je constate, c'est qu'on peut très bien effectivement avoir une tendresse, une affection pour des peuples étrangers. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, c'est pas exactement la même chose. On voit bien que, on a vu dans les grandes manifestations en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, qu'il y avait pour les musulmans, la Palestine est devenue le symbole de la Oumma, de la civilisation musulmane et de son offensive en Europe et en Occident. Ce n'est pas exactement la même chose. Et vous voyez, les musulmans ne manifestent pas pour les Ouïghours persécutés par les Chinois. Ils ne manifestent pas non plus pour les musulmans persécutés par les Indiens ou par les Russes. Vous voyez, c'est assez ciblé quand même. Et c'est uniquement la Palestine qui incarne, parce que la Palestine est évidemment dans l'affrontement avec les Juifs, Yaoud comme ils disent, et non pas les Israéliens. Donc c'est pas exactement la même chose. Et tout ça pour vous dire, parce que je voudrais revenir à ce qui se passe sur notre sol, parce que sur notre sol, c'est aussi très important. Vous avez vu toute cette semaine un homme tué à Bordeaux parce qu'il buvait du rosé, parce que c'était le ramadan. Un autre boucher qui avait été tabassé parce qu'il vendait du porc. Des jeunes femmes qui sont battues parce qu'elles s'habillent, ouvrez les guillemets, à l'européenne. Un jeune homme qui est tué parce qu'il draguait plus ou moins une jeune fille et le frère l'a assassiné. Vous voyez, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est bienvenue en terre d'islam. Est-ce que ça révèle une évolution plus profonde ? C'est-à-dire, on ne parle plus forcément de mouvements islamistes extrémistes, on parle de musulmans très pratiquants, comme pouvaient l'être des chrétiens ou des juifs d'ailleurs, peut-être il y a un siècle ou deux. Les chrétiens, il y en a très peu maintenant qui sont comme ça, mais voilà. Jamais des chrétiens ou des juifs tuent des gens parce qu'ils ne pratiquent pas strictement leur religion. J'ai jamais vu ça. Au XVIIIe siècle, vous pouvez revenir aux guerres de religion, mais c'était un affrontement religieux. Bien sûr, mais la pratique musulmane est telle qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est ça davantage que des mouvements terroristes. Vous avez tout à fait raison, mais parce qu'on s'est leurré. Si vous voulez, toute la classe politique, de Marine Le Pen à Emmanuel Macron, a répété que l'islam était compatible avec la République, que l'islam était différent de l'islamisme. Et en fait, dire cela, ça empêche de comprendre la réalité de l'islam. L'islam est une force qui va. L'islam est non seulement une religion, une foi, mais aussi une règle, une loi et une civilisation. Et donc, cette force qui va s'impose par la prédication, par la menace et aussi par la force. Mais Éric Zemmour, que vous ayez tort ou raison, et chacun jugera, les élections européennes le diront entre autres, est-ce que la démographie de toute façon ne fait pas que vous êtes perdant, c'est-à-dire un peuple qui ne veut plus faire assez d'enfants pour se renouveler, quoi qu'il arrive, évolue d'une certaine manière par la démographie qui fait qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Cher Darius Rochemin, je dis depuis 20 ans, la démographie c'est le destin. Donc évidemment, nous devons lutter. Vous savez, c'est assez simple sur le plan historique. Pardon, là c'est pas lutter, c'est faire davantage d'enfants ou non. Non. C'est arrêter l'arrivée de populations musulmanes sur notre sol. Avant de penser à faire des enfants. Il faudra effectivement aussi faire des enfants. Il faut une politique familiale, etc. Mais Emmanuel Macron, arrêter les musulmans. Mais Emmanuel Macron, c'est l'homme qui fait rentrer 500 000 immigrés par an. Alors moi je veux bien qu'il emploie des beaux mots, mais avant il devrait arrêter ces 500 000 immigrés par an. Même Madame Meloni en Italie qui a fait campagne en prose et en vers plutôt et qui maintenant agit en prose, elle a besoin de centaines de milliers de migrants pour le travail. Écoutez, Monsieur Rochemin, l'Italie n'a absolument pas le même problème que nous. Les migrants ne restent pas en Italie. En Italie, il n'y a pas de droit du sol, il n'y a pas de AME. Il n'y a pas d'aide sociale. Quand on ne travaille pas, on ne touche rien. C'est le contraire de la France. On ne se soigne pas gratuitement. D'ailleurs, les migrants viennent en France. C'est pas pour rien. Donc elle n'a pas le même problème que nous. Nous avons un problème énorme. Nous sommes, si vous voulez, nous avons 30 ans d'avance sur l'Italie. Et nous sommes l'avenir de l'Italie. Et donc, nous sommes dans une situation dramatique d'islamisation de notre pays. Donc, nous devons arrêter, fermer toutes les portes et les fenêtres à l'immigration islamique. Nous devons renvoyer tous les gens dont nous ne voulons plus, délinquants, fichiers S, chômeurs de longue durée, etc. Et nous devons mener une lutte culturelle, politique, c'est-à-dire imposer la culture française, interdire l'islamisation, avec une règle simple, vous savez,
qu'on connaît par cœur en France, parce que c'est notre conception de la laïcité. La religion, c'est à la maison. Ce n'est pas dans l'espace public. Éric Zemmour, est-ce qu'il y a une usure de l'Europe? Tout ce que vous dites, encore une fois, on l'applaudit ou on le critique, mais on voit que c'est ce que révèlent ces guerres, celle du Proche-Orient, mais aussi celle de l'Europe, quand l'Europe ne se paye pas la défense qu'elle devrait. L'Europe ne paye pas sa propre défense. C'est dans l'histoire des puissances anormales, complètement anormales. Depuis 30 ans, nous avons... Cette Europe qui ne se donne pas les moyens démographiques de se renouveler. La faute à qui? À elle-même. Qui d'autre? Ça, je suis d'accord avec vous. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un affaiblissement de l'Europe et des pays européens, parce que, vous savez, ça remonte à la guerre 14, à la Seconde Guerre mondiale et au mouvement désormais qui le mine à l'intérieur. D'ailleurs, les États-Unis ne sont pas extérieurs à cela. Eux aussi subissent l'offensive woke, c'est-à-dire... Mais eux se payent une vraie défense. Eux évoluent mieux économiquement. Tout à fait d'accord. Mais eux aussi sont minés de l'intérieur. C'est ça que je voulais dire. Et nous avons le problème aujourd'hui, c'est que quand je dis que nous avons deux peuples dans le peuple, nous avons aussi des Français qui sont pour la plupart à la France insoumise, pour ne pas les nommer, qui sont avec ce peuple arabo-musulman. C'est le fameux islamo-gauchisme. D'ailleurs, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait d'ailleurs remonter justement au début de la révolution islamique en Iran. 79, c'est le début de l'islamo-gauchisme. En fait, il y a eu un double basculement. Le premier basculement, c'est au sein du monde arabo-musulman, où l'islam est redevenu une force révolutionnaire qui a renversé les espèces de despotes éclairés qui voulaient occidentaliser le monde musulman. Et au sein de nos pays, et en particulier en France, les plus grands intellectuels de gauche, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, ont pris parti pour la révolution islamique. C'était, si vous voulez, pour la première fois, les musulmans remplaçaient la classe ouvrière. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Attendez, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Éric Zemmour, puisque vous convoquez l'histoire, Khomeini, 79, Neaufle-Château, il est accueilli ici en français, effectivement, le début d'une longue histoire. La force de la foi, vous avez eu dans le passé des propos un peu ambigus sur, pardon si je vous déforme un peu, mais une forme d'admiration que vous aviez pour les djihadistes. Vous disiez en tout cas, eux sont habités par une vraie foi. Non, je disais, ils sont prêts à mourir pour leur credo. Ils sont prêts à mourir. C'est tout ce que je disais, et donc c'est pour mieux les affronter. Il y a Smout Pascal qui dit je crois les martyrs parce qu'ils sont prêts à mourir. Bien sûr. Est-ce que je crois que les prophètes armés aussi, il dit. La foi, l'énergie, la vitalité, hélas pour l'Occident, n'est pas davantage dans ce monde-là que dans celui-ci. Monsieur de Rochebain, vous savez, l'islam n'est pas seulement une foi. C'est ça que vous compreniez. L'islam est, je vous l'ai répété, c'est une arme juridique et qui prend en charge tout le monde et qui impose sa loi d'abord aux musulmans, puis aux infidèles. Donc, si vous voulez, évidemment que c'est une force c'est une force révolutionnaire. C'est pour ça que nous devons, nous aussi, nous armer. Et c'est pour ça que je vous disais, les seuls qui, aujourd'hui, ont pris conscience de cette lutte contre l'islamisation de notre continent, en France, c'est Reconquête et c'est la liste conduite par Marion Maréchal. Revenons à l'événement. C'est un mouvement général en Europe. Vous savez, quand vous dites, non, parce que c'est important, quand vous dites il n'y a que la force est du côté de l'islam, moi je vous dis, dans toute l'Europe, en Hollande, en Suède, en Allemagne même, il y a des mouvements qui ont compris le danger et qui se réveillent. Le peuple européen se réveille. Et donc je voudrais que le peuple français se réveille aussi. Levons toute ambiguïté. Rappelons d'abord que la plupart des victimes du groupe État islamique dans le monde sont des musulmans. Non. Ça, c'est une vérité statistique. C'est pas vrai. Ah bah oui, non. Bien sûr. Dominique Régnier, à votre place, donnez les chiffres très exacts. 240 000 morts depuis 79, on revient à cette année clé, et l'immense majorité sont des musulmans. Écoutez, ça sont des faits. Qu'il y a des guerres entre musulmans, c'est vieux. C'est pas des guerres, non. Il y a des ce sont des victimes d'attentats terroristes islamistes. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas des guerres. Les victimes d'attentats, ce sont des chrétiens et des juifs. Je suis désolé. Beaucoup de chrétiens d'Orient aussi. Ils tuent des chrétiens. En Moyen-Orient, ils tuent des chrétiens. En France, au Bataclan, ce sont des faits. Des Français. Des malheureux qui sont dans un marché des femmes, des enfants, qui a une bombe qui fait éclater le groupe État islamique. On ne peut pas dire que c'est une guerre entre musulmans. Ce sont des victimes musulmanes d'un terrorisme islamiste. Mais quand des musulmans meurent par la main d'autres musulmans, c'est une guerre entre musulmans. Non, c'est des actes islamistes. Non, je suis désolé. Il peut y avoir, il y a aux États-Unis, par exemple, des terroristes chrétiens, et quand des Américains terroristes chrétiens tuent, on ne dit pas que c'est une guerre entre Américains ou une guerre entre chrétiens. Oui, bien sûr, il y a eu des terroristes, bien sûr, des extrémistes.
Bon, quoi qu'il en soit, ou en Australie. Vous essayez de minorer. Je minore rien du tout. Mais si, vous essayez de minorer ce simplement qui est un fait. Il y a partout dans le monde des offensives du djihadisme contre des chrétiens africains, contre des hindous, contre des Russes récemment et contre des Européens. Est-ce que là aussi, par parenthèse, ça ne montre pas un certain affaiblissement de fait de l'Europe? Les chrétiens d'Orient, avec raison, vous rappelez leur sort. On ne voit pas beaucoup d'Européens qui s'engagent très fortement pour ça. Ah, mais ça, si vous voulez me faire dire que l'Europe s'est affaiblie, je ne vous dis pas le contraire, puisque moi je sonne justement le tocsin pour dire aux Européens et aux Français de se réveiller et de lutter contre l'islamisation et le grand emplacement qui va les engloutir. Et nous le voyons encore une fois, je vous le répète, regardez ce qui se passe ces derniers jours, nous avons l'islamisation dans les faits. Éric Zemmour, revenons à l'événement proprement dit. En ce moment, à l'heure où nous parlons, le cabinet de guerre israélien, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle les développements de la soirée. Donc, en ce moment, guerre ouverte qui continue entre les deux puissances majeures de la région, Israël et l'Iran. Le cabinet de guerre israélien, les menaces de la part de l'Iran qui, par avance, dit que si l'Iran était frappé très directement, l'Iran contre-frapperait encore plus fortement. Question très simple et très nette. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à ce que Israël frappe les sites nucléaires en Iran pour empêcher que l'Iran ait la bombe? Et moi, vous savez, je n'ai pas à donner ni des conseils. Bon, vous avez des avis sur tout. Non, j'ai pas des avis sur tout. C'est rare qu'Éric Zemmour dise qu'il n'a pas d'avis, franchement. Mais là, écoutez, là, c'est un pays souverain qui décide lui-même. Je ne décide pas à la place d'un autre pays. J'essaye de m'engager pour la France. Donc, évidemment qu'Israël va décider si c'est l'occasion rêvée pour démolir les centrales nucléaires iraniennes ou si ils vont plutôt continuer à mener la guerre avec les Hezbollah. Ce n'est pas que l'affaire d'Israël. Les Américains peuvent se poser la question. Le risque de prolifération nucléaire. Je ne vois pas les Américains approuver ce genre d'offensive. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? La France a déjà agi, la France a bombardé le groupe État islamique en 2015. Mais ça n'a rien à voir, ce n'était pas des centrales nucléaires. Là, ça veut dire qu'ils, s'ils font ça et s'ils en profitent pour faire ça, ça veut dire une guerre générale avec l'Iran. C'est un choix que les Israéliens feront eux-mêmes. Je ne me vois pas, moi, me mettre à la place des Israéliens. Aujourd'hui, est-ce qu'il se passe quelque chose avec les Français de confession juive? Ils ont été très fâchés de certaines de vos déclarations, celles notamment que vous avez faites sur Pétain, voilà, en dépit de tous les crimes de guerre de la collaboration. Aujourd'hui, est-ce que vous espérez, vous et le Rassemblement national, reconquérir davantage les Français de confession juive? Vous confondez les Français de confession juive avec certaines institutions juives qui ont d'ailleurs trahi les Français de confession juive depuis 40 ans par un tropisme de gauche et qui me harcèlent sur des propos qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Je vous rappelle quand même que pour l'élection présidentielle, une majorité de Français de confession juive a voté pour moi. Relisez le dernier livre de Jérôme Fourquet qu'il est allé surtout en Israël. Et qu'en Israël, les Français d'Israël, chez qui vous avez eu de bons résultats. Les Français d'Israël ont voté majoritairement pour moi. Donc je pense évidemment que pour les Européennes, ils feront le même choix, c'est-à-dire qu'ils voteront pour la liste de reconquête conduite par Marion Maréchal. Merci Éric Zemmour d'avoir été avec nous dans ces circonstances où évidemment on va continuer à découvrir minute par minute les nouvelles, les images qui sont en train de nous arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. Place au duel des idées avec Danny Cohn-Bendit et avec Luc Ferry. Je vous en prie, messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre. Prends la place, voilà, Luc Ferry à la place 2 et Danny Cohn-Bendit qui est présent physiquement aujourd'hui. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, d'être avec nous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous allons découvrir les images nouvelles, les missiles qui sont partis d'Iran, les images de la chasse israélienne qui détruit les vagues de drones. En ce moment, le cabinet de guerre est en train de se tenir. L'État d'Israël, attaqué par la République islamique d'Iran, examine la riposte. Jusqu'où ira cette riposte? Est-ce le moment décisif de frapper les sites nucléaires en Iran avec tous les risques d'embrasement de tout l'Orient que cela suppose? Ce seront certains points du débat. Un mot d'abord sur cette première image. C'est la première fois qu'on l'avait ce soir, les missiles qui partent de la République islamique d'Iran.